La peine de mort empêche-t-elle vraiment des meurtres? C'est une des questions les plus brûlantes qui soit. Dans cette analyse, on va plonger au cœur des recherches sur le sujet en s'appuyant sur une étude clé de 2008 qui a tenté de faire le bilan de décennies de données souvent contradictoires. Voilà la question centrale. L'enjeu est énorme. Pour certains, la réponse est un oui évident, c'est une question de vie sauvée. Pour d'autres, c'est non seulement inefficace, mais aussi immoral. Alors, que nous disent vraiment les chiffres accumulés au fil des ans? Pour s'y retrouver, voici notre feuille de route. On va d'abord voir d'où vient le débat moderne, puis on se penchera sur l'étude qui a tout déclenché. Ensuite, on verra comment les chercheurs essayent de démêler le vrai du faux, ce que les analyses ont trouvé, et pourquoi toutes les études ne se valent pas. Et enfin, on parlera de ce que les chiffres ne peuvent pas nous dire. Il faut bien comprendre une chose, la recherche sur ce sujet, c'est un vrai champ de bataille. Depuis des années, on a des études qui disent tout et leur contraire. Pour le grand public, c'est presque impossible de s'y retrouver. C'est un brouhaha statistique constant, et la question c'est, y a-t-il un signal clair au milieu de tout ce bruit? En fait, tout le débat moderne a vraiment démarré, ou plutôt a pris feu, en 1975, avec un article. Un seul article, signé d'un économiste, Isaac Ehrlich, qui a totalement changé les règles du jeu. Avant lui, les études étaient assez simples. Mais Ehrlich, lui, il arrive avec une méthode statistique beaucoup plus sophistiquée pour l'époque. Son idée, c'était d'essayer d'isoler l'effet propre de la peine de mort en retirant l'influence d'autres facteurs comme la pauvreté ou les budgets de la police. Et sa conclusion a fait l'effet d'une bombe. Ehrlich affirmait que chaque exécution pouvait potentiellement empêcher entre 7 et 8 meurtres. Le chiffre était tellement frappant qu'il a été repris jusqu'à la Cour suprême des États-Unis pour justifier la peine capitale. Mais la riposte du monde universitaire a été immédiate et vraiment féroce. D'autres chercheurs ont attaqué sa méthode sur tous les fronts. On lui a reproché d'utiliser de vieilles données peu fiables, on a montré que ses résultats changeaient du tout au tout si on modifiait un tout petit peu les calculs, et surtout, on a découvert que son fameux effet dissuasif disparaissait complètement si on enlevait les données des années 60. Bon, on se retrouve donc avec des dizaines d'études qui partent dans tous les sens. Alors, comment on fait le tri là-dedans? Eh bien, il existe un outil statistique qui a été inventé précisément pour ce genre de situation chaotique. Ça s'appelle la méta-analyse. L'idée est plutôt intuitive. Au lieu de se fier à une seule étude, on va toutes les prendre, les mettre dans un grand panier et regarder la tendance générale. C'est un peu comme lire des centaines de critiques d'un livre pour avoir une idée globale, au lieu de se contenter d'un seul avis. Et le processus est très rigoureux. On commence par rassembler toutes les études sérieuses qui ont été publiées. Ensuite, pour chaque étude, on calcule une sorte de note standardisée qui résume son résultat. Et à la fin, on fait la moyenne de toutes ces notes pour voir ce qui ressort globalement. C'est exactement ce qu'ont fait les chercheurs Young et Lester dans leur article de 2008, qui est au cœur de notre explication aujourd'hui. Ils ont fait ce travail de fourmi, analysé par moins de 104 études publiées sur plus de 30 ans. Alors qu'est-ce que ce travail monumental a finalement révélé? On entre maintenant dans le vif du sujet. Si on regarde le résultat brut, la conclusion semble assez nette. Sur les 95 études qui pouvaient être comparées, 60, soit près des 2/3, ont trouvé un effet dissuasif. À première vue, on pourrait donc se dire que la balance penche clairement en faveur de la dissuasion. Mais bien sûr, ce serait trop simple. Comme souvent en science, ce chiffre global cache en réalité une histoire bien plus complexe. Il faut creuser un peu plus. Et c'est là que ça devient fascinant. La méta-analyse a montré que cet effet dissuasif n'apparaissait pas partout. En fait, tout dépendait de la méthode utilisée par les chercheurs. Pour simplifier, il y a deux grandes approches. La première, c'est de regarder l'évolution dans le temps. On suit un État ou un pays sur des dizaines d'années et on regarde si les meurtres baissent quand les exécutions augmentent. La deuxième approche, c'est de prendre une photo à un instant T. On compare plusieurs États entre eux au même moment. Et voilà la découverte principale, c'est le cœur du réacteur. Seules les études qui analysent les données sur la durée, dans le temps, trouvent en moyenne un effet dissuasif qui soit statistiquement significatif. Celles qui se contentent de prendre une photo comparative à un instant T, eh bien en moyenne, elles ne trouvent aucun effet mesurable. Les auteurs de l'étude le disent eux-mêmes, et leur phrase est très parlante. Ils trouvent fascinant que le résultat dépende à ce point de la méthode. C'est une vraie énigme scientifique qui reste à élucider. Mais on ne peut pas conclure cette analyse sans parler de ce qui échappe aux chiffres, parce que ce débat est bien plus large que de simples modèles économétriques, aussi sophistiqués soient-ils. D'ailleurs, les auteurs de la méta-analyse insistent eux-mêmes sur ce point. Ils rappellent que les statistiques ne peuvent pas répondre à tout. Par exemple, le risque d'exécuter un innocent, ou la question de savoir si la peine de mort est appliquée de manière juste, sans discrimination. Et ils soulèvent un point crucial, y a-t-il d'autres moyens, peut-être plus efficaces, de sauver des vies? Au final, on se retrouve avec un tableau incroyablement nuancé. D'un côté, des preuves statistiques d'un effet dissuasif, mais qui semblent n'apparaître que lorsqu'on utilise un certain type d'analyse. De l'autre, des questions éthiques fondamentales qui restent entières. Et ça nous laisse avec une dernière interrogation.
Quand la science elle-même donne une réponse aussi complexe, sur quoi une société doit-elle se baser pour prendre une décision aussi lourde de conséquences ?